RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue sur RCN, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, l'émission qui détricote les préjugés et démonte les tabous. Et cette semaine, ce mois-ci dans l'émission, nous avons choisi de parler tous ensemble du lien social et de la santé mentale. Pour ce faire et pour m'accompagner aujourd'hui, on change de mes petits habitués, qui sont pas là et qui sont remplacés par trois étudiants, j'avais envie de dire trois jeunes, mais qui sont jeunes évidemment, et étudiants tous les trois. Il y a Anne Matassoni. Bonjour Anne, comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Très très bien. Il y a Marie Schwaller qui est là aussi. Bonjour Marie, tu vas bien ? Oui, merci. Et puis on a enfin Charlie Ventillard. Bonjour. Bonjour Charlie, la forme ? Oh, super. Vous êtes tous les trois étudiants en infirmier, je sais pas comment je veux dire. Infirmier, voilà, en deuxième année à l'IFSI du CPN, et vous intervenez ici dans le cadre d'un service sanitaire de 3 semaines auprès d'Espoir 54. Vous nous expliquez en quelques mots ? Ouais, en fait, le service sanitaire, donc ça a été fait pour dans un but de sensibiliser tous les étudiants infirmiers aux actes de la promotion de la santé et de nous faire un peu investir tout ce qui va être promotion, prévention. C'est une stratégie nationale qui a été mise en place, et voilà, c'est pour nous faire découvrir un peu l'envers du décor sur le soin. On est ravis que vous soyez en tout cas aujourd'hui avec nous pour avoir préparé cette émission et maintenant l'animer avec moi. Et on va pas être seul puisqu'on a le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Yann Garnier, qui est coordinateur du groupe d'entraide mutuelle, qu'on dit aussi le GEM, de Toul à Espoir 54. Bonjour Yann. Bonjour. Vous allez bien ? Mais super bien. Bon, on est ravis de vous accueillir. À côté de vous, Yves Mochard, qui est président de SOS Amitié à Nancy. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes en forme ? Ça va bien, merci. Avec plaisir. Et puis on a Aline aussi qui est là et qui est la représentante des usagers à Espoir 54. Bonjour. Bonjour Aline. Alors vous avez toute une histoire avec le GEM, puisque vous y êtes depuis 2005, je crois, à Nancy. Voilà. Depuis sa création. Et puis je crois que vous avez même participé au nom qui a été donné au GEM de Nancy, Parasol, c'est ça ? Effectivement. En un mot, ça veut dire quoi ? Parasol, c'est avec un apostrophe. Et le sous-entendu, c'est parasolitude. Parasolitude, contre la solitude. C'est génial. Merci de nous l'avoir expliqué. Effectivement, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Comme chaque fois, on commence cette émission en allant dans la rue. Vous êtes allés tous les trois dans la rue, Anne, Marie et Charlie, pour poser quelques questions. Je crois que c'est Anne qui va nous parler de la première question qui a été posée. Voilà, exactement. Donc on a réalisé une enquête en plus du micro-trottoir. On a réussi à interroger 123 personnes. La première question qu'on a posée, c'était « Avez-vous bien vécu l'isolement imposé par les différents confinements ? Quelle stratégie avez-vous adoptée ?» Le tout premier confinement s'est très bien passé, contrairement à mes appréhensions. On a bien profité du temps ensemble. Je suis mère de 3 enfants, donc je me suis mise en arrêt. Je me suis occupée des devoirs à la maison. C'était l'école à la maison. Tout s'est bien passé, mais les confinements qui sont venus par la suite étaient très compliqués à gérer. Ouais, ça va, on s'est mis bien. On sortait quelques fois, on a fait quelques urbex comme ça parce qu'on est bien sortir, tu vois. Mais sinon, non, on voyait pas beaucoup de gens. Bon, après, rester enfermé et tout, c'est sûr que c'est un peu chiant. Avant, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Et il y a eu les confinements, je suis devenue casanière, ce que je n'étais pas avant. J'ai des fois peur de sortir. Impeccable, franchement, c'était incroyable. J'ai joué toute la journée, je faisais mon sport tranquillou. Ouais. Franchement, meilleure période de ma vie. Je faisais du télétravail. Ouais. Et je profitais du soleil vu que j'habite dans le sud. Donc, voilà. Moi j'ai bien aimé le premier. Ouais. Ça a changé un petit peu, quoi. C'était on se retrouve un petit peu avec nous-mêmes. Difficile, mais bon, nous on a une maison, donc c'est quand même plus simple de sortir, profiter du dehors. On avait la chance d'avoir le chien comme excuse pour sortir. Très bien. Alors on ne l'a pas loué notre chien, comme certaines personnes. On a quand même l'impression que globalement les gens l'ont pas trop mal vécu. Et non, ouais. Et justement, d'après notre étude, 66% des personnes interrogées nous disent qu'ils l'ont bien vécu, comme on l'a pu l'entendre, par rapport au premier confinement, car ils se sont retrouvés en famille, ils ont pratiqué du sport, ils ont joué aux jeux vidéo, d'autres ont effectué du télétravail. Mais en même temps, ils disent tous quand même qu'après, par la suite, que c'était trop long, difficile par rapport aux ruptures sociales et familiales.
D'après l'étude CREDOC, donc c'est un centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, les réseaux amicaux et familiales ont diminué de 17 points en passant de 58 à 34% en 2021. On peut également entendre que les jeunes ont fait des urbex. Donc pour les moins jeunes, urbex, c'est les visites des lieux abandonnés. Je ne savais pas. D'autres ont eu l'excuse de la promenade du chien pour sortir et braver l'interdit. Par contre, on peut reconnaître que le télétravail a permis de créer des liens avec son voisinage, qui vient du coup le premier réseau de sociabilité de la population. Oui, c'est étonnant. Il y a un espèce de transfert, effectivement, du lien social qui s'est peut-être porté plutôt de la famille vers le voisinage. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, avec l'appui du chien, c'est pas mal, surtout si on le loue pas, effectivement. Vous avez posé une deuxième question, Charlie. C'est toi qui nous en parles. Ouais, alors du coup, la deuxième question, c'était par rapport à l'environnement social. Donc, on demandait aux personnes de la définir et de savoir s'il y avait un impact ou non sur la santé mentale des personnes. Environnement social, mon travail qui impacte mon environnement, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, tous les gens que je côtoie à l'extérieur ou même vous voyez, vous faites partie de l'environnement. Si on voit personne et qu'on reste enfermé chez soi et tout, oui, forcément, ça impacte. L'environnement social, ça va être tout ce qui résume tes interactions avec le monde extérieur, tout ça. Bien évidemment que c'est très important parce que si t'as pas d'interaction sociale, forcément tu t'isoles. Et si tu t'isoles, généralement, ça va pas bien. Ouais, c'est la famille, c'est le travail, c'est tout ce qui vous entoure, en fait, qui peut avoir un impact positif ou négatif. Ça dépend sur votre santé mentale, quoi. C'est bien. De toute façon, notre santé mentale, elle est soumise à rude épreuve quand on travaille, le stress du travail, le stress des transports, le stress de la vie tout court, d'être à l'heure pour les enfants. On est dans un environnement quand même très stressant où tout le monde court tout le temps. Ça comprend ma famille, mes amis, et les gens que je côtoie au quotidien. Oui, ça impacte, c'est logique, parce qu'on prend toujours les avis, etc. de notre entourage ou les habitudes. Pour moi, mon environnement social, déjà, c'est le sport. J'en fais énormément et ça m'a aidé dans beaucoup de choses, déjà avoir confiance en moi. Un entourage social, c'est nécessaire à la vie. Oui. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de vie pour moi. Et c'est composé de quoi ? L'homme, il est fait pour vivre en meute, comme les animaux. Donc on a besoin de vivre en groupe, c'est composé d'un groupe. La société, c'est un groupe. La société, c'est un groupe, c'est le dernier mot qu'on entend. L'environnement a un rôle important sur la santé mentale, a priori, Charlie. Dans le cadre de l'étude, on a quand même remonté que 90% des personnes qui avaient été interrogées disent que ça a un réel impact sur la santé mentale. Après, pour reprendre ce que disait le dernier témoignage, on peut revoir ça avec Aristote qui disait que l'homme est un animal social. Donc effectivement, on a besoin des autres et en plus on le voit parce que la majorité des mots qui reviennent dans les témoignages, c'est famille, amis et les collègues. Donc c'est vraiment l'environnement proche. Après, nous, on avait aussi interviewé des professionnels du coup d'Espoir 54 pour avoir leur point de vue. Donc, c'est ce qui remonte aussi les interactions sociales dans leur globalité. Donc, vraiment, pas forcément physique, mais tout ce qui fait une interaction sociale rentre dans l'environnement social. Il y a eu toutes ces notions aussi de réseaux sociaux à un moment donné qui a été très utilisées pour maintenir du lien social. Et je pense qu'on en reparlera très largement. On reparlera de l'environnement social dans quelques instants. Marie, la dernière question que vous avez posée dans la rue. Oui, alors c'est un vrai faux. Donc pensez-vous que les personnes souffrant de troubles psy sont forcément isolées ? Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Déjà, qu'en temps normal, c'est les personnes âgées ou souffrant de troubles sont socialement isolées. Donc, avec ces conditions, je pense qu'ils l'étaient un peu plus. Oui, forcément, les patients qui sont atteints de maladies psy, ils sont forcément plus isolés. T'as tout simplement les stéréotypes. On imagine toujours le schizophrène décompensé, les choses comme ça. Après, c'est sûr que t'as des pathologies d'isolement. La schizophrénie, c'est typique de l'isolement, donc forcément, ça va de soi. Et puis pour le reste, tout ce qui est dépression, t'as une tendance à l'isolement. Et puis tous les problèmes type borderline ou bipolarité, indirectement avec le comportement, il y a une tendance à l'isolement ici. Je peux parler en connaissance de cause. Oui. Il faut déjà se soigner, avoir les bons interlocuteurs compétents et puis être entouré parce que c'est une maladie qui est pas très bien comprise en général. Ouais. Les gens comprennent pas. C'est une maladie qui est mal comprise et en fait, on ne comprend pas tant qu'on n'a pas connu. Ouais, je dirais oui et non. Parce qu'elles sont isolées d'un côté par rapport à la population normale qui rentre dans une norme, et non, parce qu'elles sont quand même suivies. Non, moi j'en fais partie. Oui, je fais une dépression, je lutte contre et j'essaye de vivre avec. Voilà. Des fois j'ai envie de m'isoler, c'est plutôt vous. Plutôt moi qui ai envie de m'isoler
Les gens viennent vers moi, continuent à venir vers moi. Très bien, ok. La preuve. Autour de moi, j'ai pas forcément de personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques, donc j'ai pas de référence, quoi. Intéressant, pas de référence, ça veut dire que d'une certaine manière, il s'est exclu un peu de sa propre santé mentale dans tout cet isolement. Marie, comment on pourrait résumer tout ça ? Du coup, d'après l'enquête qu'on a menée, il y a 66% des personnes qui répondent vrai, les personnes s'auto-isolent ou sont isolées par la société. Donc, selon Santé publique France, il y a 4 personnes sur 10 qui s'auto-isolent, même en absence de confinement, et ça impacte leur santé mentale. Ensuite, on a 16% qui répondent faux, car elles sont entourées de leur famille, que leurs troubles ne sont pas forcément visibles et qui sont suivis en structure ou alors par des psychologues. Et donc, pour finir, on a 18% des personnes qui donnent des réponses indécises. Voilà, sûrement dû à un manque d'informations, etc., sur les troubles psychologiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 3 questions, sur ces 3 réponses, il y a des personnes qui sont atteintes, qui ont répondu. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il l'affirme en plus. Est-ce que c'est une façon aussi de se rendre compte que peut-être que ça y est, la santé mentale, maintenant qu'on en parle, on peut en parler plus librement ? C'est une des questions qu'on va peut-être pouvoir se poser. Dans un instant, on va continuer évidemment. On va aller un peu plus en détail. On va revenir sur cette notion d'environnement social dans le cadre de la santé mentale avec vous, nos invités autour de la table. Le temps d'écouter peut-être tout de suite Axel Bauer. Voilà. C'est quoi cette chanson, Anne ? C'est À ma place d'Axel Bauer. Voilà, alors techniquement, tu espérais qu'il y ait Zazie qui chante avec, on n'en est pas sûr. On va le découvrir ensemble maintenant sur RCN. Soyez les bienvenus, vous êtes dans Full Santé Mentale. On parle ensemble de lien social et de santé mentale ce matin. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous parlons du lien social et de la santé mentale. Alors, on a écouté dans la rue les gens témoigner de leur confinement, de la façon dont ils l'avaient vécu. Puis on a parlé un peu d'environnement social. Je trouve ça intéressant, cette notion d'environnement social. D'abord, comment on peut le décrire ? Est-ce que ce sont les collègues, les amis ? Qu'est-ce que c'est de l'environnement social ? On a entendu plusieurs définitions. Je me tourne peut-être plutôt vers vous, Yann. Oui. Alors pour décrire l'environnement social, je pense qu'en fait on serait un petit peu sur une définition similaire à celle du lien social finalement. Qu'est-ce que ce serait l'environnement social ? Ce serait toutes les personnes. Donc quand je dis personnes, je parle d'êtres humains, des personnes avec qui on serait en relation, mais plus que relation, on pourrait même parler d'interaction. Et on pourrait même aller plus loin et parler de partage d'expériences. Partage d'expériences passées, présentes, à venir. Et à quoi sert le partage d'expériences ? Eh bien, il sert sans doute à se transformer. Donc, il faut qu'il y ait une interaction avec des personnes autour de soi. Mais après, grâce aux réseaux sociaux, effectivement, on peut aller sur des personnes qui sont très très loin de soi. Et que cette interaction, elle ait un impact positif sur notre personne, c'est qu'elle suscite une forme de transformation, si vous voulez, ou de changement en nous. Voilà. Et ça peut nous permettre même de définir la qualité du lien social, la qualité de notre environnement social. Voilà ce que je dirais. Et alors du coup, là peut-être que le confinement, ça a aussi un peu redistribué les cartes. L'environnement social s'est forcément un peu refermé sur lui-même d'une certaine manière, même si on a vu l'émergence un peu des plateformes numériques chez qui les Français sont beaucoup allés. Moi ça m'intéresse, Aline, vous voulez bien nous expliquer comment vous l'avez vécu, le confinement, comment cet environnement social a changé pour vous ? Alors personnellement, au niveau du lien social, je n'ai pas de proches. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Et j'ai un frère que je vois à peu près une fois par an. Et du coup, si je sors pas de chez moi, je n'ai pas d'environnement social. Donc, pour moi, c'est très important de sortir. J'ai une association où je vais régulièrement au GEM Parasol, au groupe d'entraide mutuelle, qui me permet de partager, de faire des choses intéressantes et de s'entraider aussi beaucoup, qui me permet d'avoir ce lien social qui est inexistant au niveau familial, ou quasi au niveau familial. Et pendant le premier confinement, je me suis retrouvée complètement toute seule. Oui, c'est ça. Avec le GEM fermé. Heureusement, par miracle, je suis pas très satisfaite des relations à distance par téléphone et je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je suis même pas en visio, j'ai pas de compte WhatsApp, etc. Du coup, le téléphone à ce moment-là m'a bien servi.
j'ai mieux supporté que je ne l'aurais cru cet isolement, mais globalement, heureusement que j'ai la foi, ça m'a beaucoup aidé de regarder au moins sur YouTube. Là, on n'a pas besoin de des sermons, enfin des choses religieuses, ça m'aidait beaucoup. Et puis le fait que les animateurs du GEM restaient disponibles en télétravail, accessibles par téléphone et qu'on pouvait les appeler chaque jour ouvré, c'était très important pour moi parce que sinon je pense que j'aurais pas tenu. L'isolement, c'était vraiment un isolement forcé. La solitude, je la subis. Et vraiment, c'est vraiment très très difficile quand on est déjà isolé de se retrouver forcé à s'isoler encore plus. Et sans ça, je pense que je me serais retrouvée hospitalisée sans aucun doute. Donc votre stratégie finalement ça a été la foi, j'ai bien entendu, d'aller effectivement sur YouTube et le téléphone. On a tous été impactés, je pense, par ce confinement. En plus vraiment tous les repères ont été bousculés pour chacun. Vous voulez bien qu'on fasse un petit tour de table pour que chacun nous explique comment il a vécu et comment il a transformé ce confinement pour effectivement garder un lien social. On peut peut-être commencer par vous Yann. On a commencé par vous avec l'environnement social. Parlons de vous, comment vous l'avez transformé cet environnement. Contrairement à la plupart des gens qui ont été interrogés pour le micro-trottoir, j'ai pas bien vécu le confinement. J'étais confiné le lendemain d'un déménagement, ou presque. J'étais dans un appartement où je venais de péter une cloison. Donc j'ai entamé le confinement au milieu des débris de béton et ces débris de béton sont restés jusqu'à la fin. Donc pour le coup, mon environnement physique a été un facteur de déprime. Voilà, c'était pas super. Et j'étais en télétravail, donc en général, mon travail d'animateur se fait au contact physique vraiment des gens. Et là, comme Aline l'a décrit, on était en contact avec les adhérents du GEM, parce qu'on dit adhérents, au téléphone un petit peu tous les jours. Et en réalité, j'ai eu quand même le sentiment qu'ils allaient mieux que nous, les professionnels. Et ça a même arrivé que des adhérents nous remontent le moral, en fait. Voilà. Non, j'ai mal vécu ça parce que parce que j'aime pas trop être enfermé, parce que voilà. Et la stratégie de travailler plus, ça n'a pas été une stratégie que vous avez choisie. Vous avez gardé Ouais, c'est une stratégie que j'ai mis en place au tout début et en fait, je me suis vraiment épuisé. En fait, je crois que personne n'avait vraiment assez d'expérience du télétravail à cette échelle-là, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en télétravail 8 heures par jour, tous les jours, et en fait, ça peut être vraiment très usant, quoi, très usant. Et puis j'imagine c'est compliqué quand le travail que vous faites en tant que coordinateur du GEM sur Toul pour Espoir 54, c'est quand même du lien direct, c'est la relation en face-to-face, comme on dit, en face à face. Là, quand on doit transformer son usage, c'est pas simple non plus, j'imagine. C'est pas simple. On a dû trouver en fait des solutions pour éviter que les personnes qu'on accompagne se sentent mal, quoi. On craignait ça vraiment et en fait c'est pas arrivé du tout. Sans doute parce que ce sont des personnes qui sont habituées à l'isolement. C'est presque triste à dire, mais c'est vrai. Les personnes qui sont habituées à l'isolement et pour qui c'était relativement finalement naturel. Voilà. Oui, donc voilà. Après, oui, on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. On a essayé de mettre en place des petits jeux, des choses comme ça, et puis surtout, des appels téléphoniques réguliers pour discuter de tout, de rien. Imaginez la relation un peu autrement, finalement. Oui. Je me tourne vers vous, Yves Mochard. Vous êtes donc président de SOS Amitié. Ça a bouleversé des choses, j'imagine aussi. C'est-à-dire que là, on a parlé effectivement avec le GEM de personnes qui ont une certaine habitude, je mets bien des guillemets, à l'isolement. Vous, j'imagine qu'il n'y a pas que des gens qui ont cette habitude à l'isolement, qui ont pris contact avec vous. Comment ça s'est passé ? Alors, oui, effectivement, rapidement, SOS Amitié nous écoute les 1700 bénévoles sur la France. Et nous écoutons depuis un lieu dédié. Donc il est nécessaire que les bénévoles se déplacent pour venir écouter. C'est une première chose. Et donc ce qui fait que le confinement a beaucoup impacté notre dispositif puisque des lieux ont été fermés. Donc plus de possibilités d'écoute pour beaucoup d'endroits. Et on a mis en place rapidement ce qu'on pourrait appeler du télétravail, ce que nous appelons de l'écoute à domicile à travers un petit logiciel,
installé sur l'ordinateur du bénévole. Il a pu écouter depuis chez lui. Ce qui a permis rapidement de reconfigurer notre écoute et de pouvoir être présent. Et rapidement, le nombre d'appels reçus, pas répondus, parce que je pourrais en parler brièvement, a beaucoup augmenté. Habituellement, nous recevons sur la France, sur la plateforme, 7500 appels jour en moyenne, et nous sommes rapidement passés à 10 000. Ah oui, c'est considérable. Donc voilà. Ouais, donc je rejoins votre question. Donc ça a traduit un isolement. Les gens se sont retrouvés chez eux. Alors effectivement, nous avons l'habitude d'avoir au téléphone des personnes seules, solitude, isolement, et le 30% de nos appels sont directement liés à ça. Les appels que nous prenons. Oui, pour reprendre ça, je vous disais 10 000 appels reçus par jour, et nous répondons à 25% à peu près. Ouais. Manque de bénévoles, et puis afflux des appels, et selon les plages horaires, nous écoutons 24 heures sur 24. Donc la nuit, c'est plus difficile. Bien sûr. Il y a moins d'appels, mais il y a moins d'écoutants. Donc voilà, tout ça. Et puis peut-être les demandes sont encore plus. Enfin, je sais pas si la nuit, il y a peut-être la nuit, c'est différent, effectivement. On est dans une détresse. La nuit, peut-être encore plus. Ouais. Il y a les problèmes d'insomnie qui renforcent le fait que ce soit la nuit. Tout ça est plus prégnant pour les gens qui nous appellent. Avant de continuer le tour de table, on est d'accord pour dire quand même que globalement, les gens qui vous appellent, ce sont pas des gens qui se sentaient concernés par la santé mentale, et pourtant on reconnaît quand même bien cette Si, tout à alors fait. Justement. Je vous ai parlé de 30% des personnes qui évoquent la solitude, 50% évoquent la santé mentale. D'accord, oui, quand même. C'est la part la plus importante liée aux appels. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens ont pris plus conscience de leur santé mentale aussi, ou est-ce que, parce que c'est vrai, ça pue d'un seul coup, on se rend compte qu'on va moins bien, qu'on a moins la forme, qu'on se sent plus seul. Ça permet peut-être de prendre conscience aussi qu'on a cette santé mentale, d'ailleurs qu'il faut la traiter, comme le reste de son. Il y a plusieurs éléments. Il y a le fait essentiel que nous sommes présents 24 heures sur 24. Donc ça permet aux personnes en souffrance de nous appeler à n'importe quel moment. Ouais. Et leurs référents ne sont pas toujours disponibles. Bien sûr, ce sont des professionnels, et c'est pas la même chose. Donc c'est ce qui explique aussi la fréquence des appels. Et puis effectivement, on s'en est rendu compte avec le confinement, des gens qui nous ont appelés se sont sentis très mal à ce moment-là du fait du confinement, du fait de la rupture du lien social. Tout cela a fortement impacté, et on a eu beaucoup d'appels liés à ça, à cette découverte de l'isolement et de ce que ça a impacté chez les personnes. Alors c'est étonnant, on a entendu beaucoup de gens dans les micro-trottoirs nous parler au contraire du côté positif du confinement, et là on se rend compte que il y a quand même aussi l'envers du décor, pour le coup. Tout à fait, On y reviendra parce que je crois que vous avez posé une 4e question qu'on s'est gardée pour un peu plus tard dans l'émission, où justement on s'est dit, mais si maintenant on recommençait, est-ce que les mêmes qui ont dit c'était chouette le confinement, est-ce qu'ils leur diraient aujourd'hui? On en reparle un tout petit peu plus tard. Je continue ce tour de table avec vous trois. Vous êtes étudiants, oui, tous les trois. On a beaucoup parlé aussi des étudiants et de la difficulté de perdre ce lien social. Comment vous l'avez vécu? Qui veut répondre en premier? Allez, je prends dans l'ordre du tour de table. Marie, peut-être. Allez. Alors pour moi, j'ai eu la chance que ça se soit bien passé. Étant donné que je vis d'ailleurs encore chez mes parents, et ça nous a permis de nous retrouver, et à côté de ça, de prendre du vrai temps pour moi. Donc pour moi, le confinement, ça a été bénéfique, étant donné que j'ai pu me relaxer comme je le voulais, comme j'en avais besoin. Donc voilà. Donc plutôt un confinement heureux. Oui. Il en faut un petit peu de temps en temps aussi. On continue. Le tour de table, Charlie. Pour le coup, moi, sur le premier confinement, j'étais pas étudiant. J'étais aide-soignant, donc le confinement, en fait, ça a pas changé grand-chose pour moi. Ouais, tu as fait partie de ceux qui étaient sur le terrain. C'est ça. Autorisé. Après, le seul truc que ça a pu changer, c'est que je suis devenu père à ce moment-là, donc moi j'ai vécu du coup la maternité fermée au papa. Voilà, c'est le seul truc un peu qui a changé, mais sinon moi le quotidien, à part les liens familiaux, mais après moi j'avais quand même le travail, donc je sortais presque tous les jours, et puis je voyais du monde, je parlais à des gens, donc moi je l'ai pas trop ressenti, on va dire, ce confinement. Plus sur les autres, parce que là on était en formation l'année dernière, donc là par contre les cours à distance, pas voir les collègues, pas discuter,
ça a été un peu plus compliqué. Anne? Moi, comme Charlie, du coup, j'étais auxiliaire de périculture à l'époque. Donc, en fait, j'ai combiné le télétravail de mon conjoint avec les 2 enfants avec les devoirs. Du coup, j'étais contente d'aller travailler. Et puis, en fait, moi, pour le coup, je les ai moins bien vécu les confinements par rapport comme Charlie. Les cours, au final, à distance, ne pas avoir le repère de ses pairs, de parler, d'échanger pendant les cours, d'être tous dispatchés. Ça fait que du coup, en fait, nous, notre promotion, on se connaît pas. On apprend seulement à se connaître à partir de cette année, quoi. Donc on se rend compte que finalement l'environnement il a un impact immédiat sur la santé mentale à un moment donné. Le lien social c'est essentiel, on le constate dans les différents témoignages. Globalement, quand on a bien vécu, c'est qu'on avait de la famille autour de soi, c'est qu'on pouvait continuer à travailler, mais quand on s'est retrouvé seul, ça devenait plus compliqué. C'est le constat qu'on peut en tirer finalement. Oui, complètement. Et puis, je tiens à ajouter une nuance. Donc, ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé aussi parce que je ne voulais pas écouter tous les soirs l'information. Et tout ça. Donc, forcément. Mais oui, pour sa santé mentale aussi, je prends soin de moi. Je ne veux pas écouter un truc qui me stresse tous les soirs. Alors, justement, tiens, tu parles de stress. On a entendu tout à l'heure, je crois, c'est dans le micro-trottoir, quelqu'un qui expliquait, quand on parlait de l'environnement social et de l'impact de l'environnement social, qui parlait du stress que peut générer aussi l'environnement social. En fait, finalement, l'environnement social, s'il est bon, ça c'est plutôt positif. S'il est pas bon, c'est plutôt négatif sur la santé mentale. Quelqu'un veut répondre là-dessus? Du coup, moi, je vais prendre la parole parce que il y a quelques personnes qui en ont parlé. Ils ont été très peu à nous parler de l'impact négatif que pouvait avoir l'environnement social. C'est vrai que c'était vraiment un chiffre minime. Je crois que c'est 2-3 personnes sur les 123 interrogés. Mais ouais, eux ils disaient que ça avait un impact, mais pas que bénéfique. Et du coup, dont la personne qui parlait du stress dans le micro-trottoir, qui disait que ça pouvait, du coup, sur des personnes un peu fragiles, aider un peu à descendre, quoi, au niveau de sa santé mentale, à avoir un niveau plus faible. Donc, on vient de voir ensemble l'environnement et l'impact de l'environnement. L'environnement a aussi évolué parce qu'il s'est numérisé un petit peu. Je propose qu'on en parle dans un tout petit instant, tous ensemble aussi, de la façon dont on a pu peut-être trouver parfois un petit subterfuge avec ces plateformes-là. Vous voulez bien? Ok. On passe tout de suite un titre de Yann. Bill Withers. C'est ton choix, c'est votre choix. Pourquoi ce choix? Parce que c'est de la soul, que c'est chaud. Et c'est humain et qu'on en a besoin. Et on l'écoute maintenant sur RCN. On parlait d'environnement social tout à l'heure et de ce que le confinement avait provoqué finalement dans les évolutions de cet environnement social et du coup dans notre santé mentale à tous. On a quand même entendu pas mal de gens nous dire globalement, moi le confinement c'était super. Quand on va dans la rue, c'est globalement ce qu'on nous a dit. C'est là que nous, en préparant l'émission, on s'est dit tiens, mais finalement, et si on leur posait la question à l'inverse, et si maintenant, Anne, tu veux dire peut-être, vas-y, pose la question. En fait, comme on a été très 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 surpris des réponses positives, alors qu'on pensait que ça allait être l'inverse, on s'est dit tiens, moi je pense que c'est surtout le a posteriori que du coup ils se disent au final on s'était bien parce qu'on s'est retrouvés, on a eu du temps, alors que maintenant ils sont nouveau dans le stress et dans le quotidien de la vie stressante et vite. Donc on leur a posé la question, et si demain on vous dit confinement, qu'est-ce que vous dites? Ah non, j'en veux pas. Non, il y a un moment ça suffit, on a besoin de vivre. Ça serait beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que ça serait l'anniversaire des 2 premiers et ça serait beaucoup plus difficile à vivre en fait. D'accord. C'est plus un confinement, c'est une forme d'emprisonnement quelque part. Maintenant que j'habite ici, je pense que je le vivrais très mal. Je m'y conformerai, mais pas de bon gré. Non, pas bien, mais je le ferai quand même. Mais non, franchement, parce que par obligation. Un 4e, non, ça passerait mal, surtout par rapport à tout ce qu'on a déjà pu endurer, tous les efforts qu'on a fait, je pense, ensemble, quoi. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens qu'un confinement. Ça dépend de la durée du confinement. Mais si c'est un confinement similaire à celui de 2020, je pense de la même manière. Donc sport, études et balade pour s'aérer. Si ça permet de retrouver la vie d'avant, oui. Si on va être reconfiné dans un an de la même manière, c'est vrai que ça va être plus difficile. Alors je trouve qu'il y a un truc super intéressant. Si ça permet de retrouver la vie d'avant, est-ce que ça a pas été une des sources d'acceptation du premier confinement, de se dire ok, on le fait, mais dans un mois, dans 2 mois, c'est fini, on retrouve la vie d'avant? Ah si.
Si. Bah après, moi je dis juste si. Non mais c'est vrai concrètement, mais là on l'entend dans les réponses parce que du coup vous avez interrogé globalement les mêmes personnes qui nous ont dit c'était super le premier confinement. Si je vous pose la question à tous, vous allez me dire la même chose. Donc Yann, si on se reconfine demain. Je vois le regard qui a changé. D'un seul coup, c'est beaucoup moins agréable. Non, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire juste avant. Oui, il y a eu ça. Il y a eu cette idée que il faut se reconfiner pour pouvoir retrouver la vie d'avant. Mais je me souviens aussi qu'on avait commencé à discuter aussi un petit peu, à parler un petit peu ici ou là de la vie d'après. Et de se dire, d'imaginer quelque chose un petit peu de l'ordre d'un nouveau monde édénique comme ça, quelque chose de magnifique, presque utopique. Et en réalité, on s'est vite aperçu que la plupart des gens voulaient juste revenir effectivement à la vie d'avant. Ce qui est pas super, hein. On aurait bien aimé que ça soit que cette épreuve-là nous permette de grandir, quoi. Mais ça n'a pas été le cas, quoi. Voilà. La vie d'avant aussi, chez SOS Amitié, c'est un peu ça que les gens vous espéraient. Oui, certainement, hein, et tout à fait. Pour reprendre un petit peu ce que disait Yann, hein, c'est que la vie d'avant, on la connaît, donc c'est une stabilité. Hein, aussi, et se projeter dans une vie d'après complètement hypothétique, hypothétique en tout cas, c'est très déstabilisant. Donc c'est un rêve, c'est une utopie, mais on préfère toujours ce qu'on connaît. Hein, et c'est ce qu'on ressentait chez les gens. Quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à vivre, hein, donc reprendre ce qu'on connaissait. Hein, c'est ça qui était ressenti. C'est ce qui rend un peu les choses compliquées aujourd'hui. On a l'impression d'avoir toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Finalement, on se rend compte que on n'est pas retourné vers une vie d'avant. On est plutôt sur une vie qui continue sur cette lancée-là. On est toujours en attente de quelque chose. Hein, en attente de la fin de l'épidémie. On est en attente d'aller mieux, etc. Hein, l'épée de Damoclès, elle est à plusieurs niveaux. Hein. Il y a plein de sujets dans cette épée, hein, qui sont sur nos têtes. Donc ça engendre beaucoup d'inquiétudes, de stress. Hein. Et c'est vrai que les appels liés au Covid étaient évidemment très nombreux pendant la période. À chaque fois qu'il y a eu un confinement, le nombre d'appels liés au Covid remontait. Hein, et aujourd'hui, on a à nouveau, hein, avec cette 5e vague, ça revient. Hein, donc les sujets sont récurrents. Hein, c'est vraiment ce qui est significatif dans les appels. Et puis les pensées suicidaires ont également beaucoup augmenté en période de confinement, notamment dans le premier confinement. Et puis on voit aussi chez les jeunes, que c'est très compliqué aujourd'hui de passer à l'étape d'après, justement. En discutant avec des psychologues, etc., nous disent on a beaucoup plus de jeunes, voire d'enfants, qui viennent nous voir aujourd'hui. Exactement. Et ça a été une grande surprise pour nous. Hein. On a depuis une dizaine d'années, on écoute par ChatML également. Hein, donc ce qui nous a permis justement d'avoir accès à la jeunesse. Et maintenant, on les a également au téléphone, ce qu'on n'avait jamais, et même des enfants, hein, 10-12 ans, qui nous appellent, hein, pour tout un tas d'angoisses, hein, et même des pensées suicidaires. Hein, c'est vraiment, y a quelque chose qui bouge, vraiment qui bouge dans la société. Mais est-ce que c'est pas aussi une prise de conscience, justement, je reviens à une question que je vous ai déjà posée, que la santé mentale est quelque chose qu'on mettait de côté avant? Justement, on vivait en se disant tant que ça va, c'est un petit bobo ça. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que notre santé mentale, finalement, elle a peut-être été fragilisée plus qu'on ne l'imaginait par cette situation. Et donc, on découvre qu'on a cette santé mentale et qu'il faut en prendre soin. Ouais, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'il y avait sur l'idée de santé mentale, il y avait une stigmatisation. Hein, on sait très bien comment c'était catégorisé. Et aujourd'hui, je pense que à force d'en parler, hein, que ce soit ouvert. Hein, qu'il y ait beaucoup de discussions, d'émissions comme celle-là, ça permet à la majorité des gens de prendre conscience que la santé mentale, c'est une maladie. C'est pas autre chose. Et ça se traite comme une maladie. Hein, c'est ça qui est important. Aline, vous nous disiez il y a quelques instants que vous, le premier confinement, alors ça n'a pas été les réseaux sociaux, ça n'a pas été les visios, ça a été le téléphone plutôt. Comment vous voyez autour de vous les gens qui, au contraire, on se sont saisis des réseaux sociaux? Parce qu'on l'a vu, Instagram, les plateformes pour prendre les apéros à distance, etc., sont beaucoup venus. Vous en avez pas eu besoin. Comment vous expliquez que vous n'en avez pas eu besoin ou pas eu envie? C'est pas que j'en avais pas besoin ni envie.
c'est que au niveau informatique, j'ai un peu peur de qu'on me pirate mes données, de l'usurpation d'identité, etc. Du coup, je préfère faire la vieille méthode du téléphone, mais il faut dire que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi que entre nous, les adhérents, ce que je faisais jamais auparavant, j'ai appelé mes pairs, d'autres personnes en souffrance, et on s'appelait et on se remontait le moral mutuellement. Donc il n'y avait pas seulement les animateurs, et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Une solidarité en fait, finalement. Exactement. Le besoin de se sentir moins seul avec ses problèmes et son isolement. Oui. Et c'est vrai qu'avec mon frère qui habite à Strasbourg, à 2 heures de route, j'aurais bien aimé utiliser WhatsApp ou Skype, mais la peur était plus forte que... la peur était vraiment plus forte que le fait de les voir, de voir mon neveu, ma nièce, mon frère et ma belle-sœur. Mais du coup, je les ai appelés beaucoup plus, et pour la famille aussi. Et alors qu'avant, j'avais pas cette habitude-là. C'est vraiment une habitude qui a changé. Après les autres confinements, ce qui était un peu moins strict, ça s'est globalement un peu ça a diminué. Et c'est vrai que du coup, maintenant, c'est la vie comme elle a recommencé quand même, plus ou moins. C'est moins important, voire les gens, je les vois au j'aime. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne avec qui j'ai gardé des liens téléphoniques au final. D'accord. Finalement, donc il y a une transition, on l'a vu un peu, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure lors des micro-trottoirs, du lien social qui va peut-être un peu plus vers les collègues, les amis ou les voisins que vers la famille. Alors bon, là dans le cas précis d'Aline, vous avez gardé un lien téléphonique avec la famille, si je comprends bien, mais vous avez retourné un petit peu le lien social vers vos pairs au j'aime. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que effectivement, ça a été un des changements que le confinement nous a apporté, cette transition du lien social? Qui veut répondre à ça? Je sais pas. Moi, je veux bien. Après, je vais essayer. Mais moi, je pense pas que c'est le confinement. C'est peut-être la génération. Avec l'évolution de l'informatique qui prend le pas. Après, toutes les applications, TikTok et tout. C'est vrai que du coup, grâce au confinement, on en a abusé. On se faisait des défis entre copains et tout ça. Mais je sais pas si c'est dû au confinement. Je pense que c'est la génération qui fait que l'informatique prend le dessus. Alors ça fait une belle transition. Est-ce que justement, alors là je vais vous poser une question, je jette un peu un pavé dans la mare, nous qui observons ça, on a Aline effectivement qui nous explique que elle, la technologie c'est pas ça qui fait pour elle le lien social au fond finalement, et pourtant on voit des jeunes, j'ai même des ados à la maison, pour qui le lien social se fait beaucoup par les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Yann, peut-être que cet environnement-là est un environnement qui permet de maintenir une bonne santé mentale et un lien social de qualité? Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de définir un petit peu ce que c'est l'environnement social, le lien social, et on a effectivement, je vous ai effectivement parlé de la qualité du lien. Et pour moi, cette qualité du lien, elle se mesure en fait à la capacité, en fait, au potentiel de transformation de l'échange qu'on a avec un autre individu. Donc, est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir cette richesse, peuvent apporter ce potentiel de transformation en fait? Je pense que oui, d'autant quand on a grandi avec ce type de technologie, qu'on est familier avec ce type de technologie, je pense qu'on peut en tirer un petit peu la substantifique moelle et puis trouver faire des échanges très enrichissants, quoi. Voilà, c'est peut-être pas moins le cas pour des personnes d'une autre génération. Ma génération, j'ai grandi avec ou plutôt c'était le Minitel, quoi. Bon, voilà, j'ai pas connu ça, donc je pense que je suis un petit peu en décalage par rapport à la jeunesse, par rapport à la pratique de ces outils. Je suis plus partisan, là, je me sens plus concerné par le lien physique de proximité avec un individu. Voilà, mais je pense que la nature des échanges peut être tout aussi enrichissante qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Mais c'est troublant quand même, quelque part, oui. Parce que une question que je pose souvent à mes enfants, un peu moins maintenant, parce que justement ils ont retrouvé le lien physique, mais je me disais toujours d'être tout le temps derrière un écran, est-ce que le jour où on a une difficulté, est-ce qu'on sait retrouver quelqu'un qui peut nous prendre dans ses bras et nous dire allez, je vais être avec toi, je vais t'accompagner?
c'est une question que je me pose depuis très longtemps, me dire aujourd'hui, est-ce que finalement c'est pas en train petit à petit, sous couvert de faire du lien social par des réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on les appelle, est-ce que c'est pas en train de détruire justement le lien social? La question que tu poses, c'est finalement où ça mène. Où ça mène. Et là, on est sur de réflexion un petit peu sur le transhumanisme et tout ça, mais on peut aller jusque-là. Bien sûr. Je veux dire, on peut aller jusque-là. Eh oui, c'est une question dure, hein. Est-ce que ça permet aussi, parce que, encore une fois, moi, je l'entends surtout quand à un moment donné, dans sa vie, on rencontre une difficulté, donc finalement que sa santé mentale est impactée. Est-ce que on peut encore trouver quelqu'un pour nous aider à remonter la pente? Je parle pas de structure associative ou de professionnelle, mais est-ce que justement on perd pas ce lien qui existait dans notre génération avec l'individu à côté de soi? Alors, moi, je tiens à dire que oui, Marie. je ne suis pas vraiment d'accord. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux, ça apporte un lien différent, mais ça remplacera jamais le toucher ni rien. C'est pas pour rien que nous, on nous apprend le toucher relationnel. Dédicace à mes formatrices, voilà, je pense pas à vous. Le contact, c'est aussi des échanges et... moi, je sais que les coups de fil, ça va un temps, mais ça remplacera jamais. Là, je préfère vous parler à vous comme ça que. Et d'ailleurs, Aline nous disait la même chose quand elle a pu finalement retourner au GEM, retrouver les amis, etc. Vous l'avez fait, Aline? Oui, tout à fait. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir le refaire, même si les contacts étaient limités, puisque c'était sur inscription. Bien sûr. 2 fois 1h30 par semaine, c'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup mieux que rien. Et c'est vraiment des vraies relations de visu. Pour moi, il n'y a pas mieux. Le pire, quand même, ce qui est vraiment très dur, c'est qu'avant, des petits gestes, se serrer la main, se faire les bises, se toucher l'épaule, une main sur l'épaule pour encourager. Tout ça, c'est devenu maintenant des sources. Avant, c'était des sources de plaisir. Voilà. C'était vraiment quelque chose de positif. Et maintenant, c'est source de danger. Ouais, d'angoisse finalement. Voilà, exactement. Et quand on se voit quelqu'un qui commence à vouloir poser la main sur l'épaule et où on remarque qu'on est en train de reculer, ça, je trouve ça vraiment, c'est le plus dur à supporter. On connaît tous cette situation aussi, on est dans la rue, on a notre masque, on éternue, on tousse et tout le monde s'écarte. Oui. Par rapport à ça, là, pendant notre micro-trottoir, là, quand on mettait le micro devant la bouche des gens, les gens reculaient. Oui. On était obligés d'avancer. Ça rend compliqué notre métier aussi. Bon, on va mettre un terme malheureusement à ce débat et il pourrait durer encore des heures, on aurait des tas de choses à se raconter. Dans un instant, on finira cette émission en parlant d'actualité. On va écouter Losing My Religion, Marie. Oui. C'est ton choix, hein? Oui, c'est bien. C'est un bon titre, c'est un bon choix. Reste avec nous sur RCN. Bienvenue à vous, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Cette émission est décidément très frustrante. On aura envie de débattre encore pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Malheureusement, on va devoir reporter ça à une prochaine, mais j'espère qu'on continuera cet échange sur le lien social et la santé mentale. Santé mentale sur RCN. Pour finir l'émission, l'actualité, c'est avec je sais le temps que je retrouve. Voilà, Yves Mochard, donc président d'SOS Amitié Nancy. Vous avez un petit peu d'actualité. Dites-nous un petit peu. Alors c'est une actualité nationale. Ouais. C'est dans le cadre de la Journée nationale de prévention du suicide qui aura lieu le 4 février. Et qui a lieu tous les ans, le 4 février d'ailleurs. Et il y a un colloque organisé par l'UNPS, l'Union nationale de prévention du suicide, dont SOS Amitié fait partie, qui est sur la prévention du suicide. Très bien. Et ce sera donc la date, précisons la redonne. Le 4 février. Le 4 février, on retrouvera toutes les informations, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, par exemple. Ils sont utiles des fois. Ou sur le site des SOS Amitié ou de l'UNPS. Et puis on vous remettra tout ça aussi sur la page Facebook de RCN. Merci à tous d'être venus témoigner, discuter, débattre aujourd'hui. Merci Aline. Merci beaucoup pour votre témoignage qui était très enrichissant. C'était un grand plaisir. Merci Yann Garnier. Je rappelle que vous êtes coordinateur du groupe d'entraide mutuelle, le GEM de Toul, Espoir 54. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci Yves Mochard, président de SOS Amitié. Merci beaucoup. Et puis un merci très spécial à mes 3 camarades, Anne, Marie et Charlie, qui ont préparé cette émission, tous 3 dans le cadre de leur, rappelons-le, service sanitaire. J'allais dire stage, mais c'est pas tout à fait ça. Non. Service sanitaire auprès d'Espoir 54. Bravo à vous 3. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous et de préparer cette émission avec vous. C'était très agréable. Avec plaisir. On se retrouvera le mois prochain pour une autre émission de Full Santé Mentale. Je le rappelle, la santé mentale,
mentale est l'histoire de tous. Et c'est sur RCN qu'on en débat chaque mois. RCN, www.rcn-radio.org